Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, cette semaine avec notre invitée à l'honneur Cécile Marcadet pour parler autour de son livre Le cabinet italien, édité chez L'Harmattan. Bonjour Cécile Marcadet. Bonjour. Donc hier on a commencé un petit peu à parler de ce roman, au moins de son contexte. Et votre personnage principal, votre héroïne, Violette, est une jeune étudiante en histoire de l'art et elle a fait l'école du Louvre. Ça me rappelle quelqu'un, non ? Moi. J'ai parlé de choses que je connaissais. Voilà, Oui. Alors, est-ce qu'il faut... donc moi, l'école du Louvre, je ne connais pas, de nom, mais... Est-ce que c'est un passage obligé quand on veut devenir commissaire-priseur, par exemple ? Pour être commissaire-priseur, on n'est pas obligé de faire l'école du Louvre, non. Non. C'est pour être conservateur de musée. L'école du Louvre, c'est une école privée, une école pas privée, mais particulière, dont les enseignants sont des conservateurs des différents départements du Louvre et qui font un enseignement spécifique qu'on n'a pas à la faculté d'histoire de l'art. Donc c'est bien d'avoir les deux, quoi. Elle qui veut être commissaire-priseur, on veut être commissaire... De toute façon, c'est important, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord, ce n'est pas nécessaire. Non. D'accord. Elle, c'est plus une passion pour suivre aussi la voie de son père, quoi. Oui. Et vous, l'école du Louvre ? Quoi ? Vous êtes devenu commissaire-priseur ? Pas du tout. Conservateur de musée ? Rien du tout. Je suis devenue mère de famille. Ah, bon. Ça mène à tout, l'école du Louvre. Oui, c'est ce qu'on a toujours dit. L'histoire de l'art, l'école du Louvre, ça mène à tout. Mais c'est aussi à ça. De trouver un métier, oui. Alors, c'est un milieu de collectionneurs. Là, on est les commissaires-priseurs. Là, vous nous emmenez... On a toutes les facettes de ce milieu, de la vente aux... Alors, vous nous expliquez comment fonctionnent les ventes aux enchères. Et on a l'impression que le collectionneur est quand même un personnage assez particulier quand même dans son profil psychologique. Alors, au moins ceux que vous avez présentés. Oui, mais il y a 36 facettes. Il y a des collectionneurs, moi j'en ai côtoyé beaucoup. Chaque collectionneur est particulier, chaque collectionneur a une raison d'être collectionneur déjà, qui est jamais la même pour tout le monde. On collectionne pour s'intéresser à quelque chose parce qu'on s'ennuie, ou pour combler un manque affectif, ou pour... toutes les raisons de collectionner sont valables, mais chaque collectionneur est différent. Il y a des collectionneurs qui s'intéressent qu'au côté intellectuel, d'autres qu'au côté... spéculatif aussi. Spéculatif, absolument. D'autres qui sont des chasseurs. Une fois qu'ils ont c'est le cas d'un des collectionneurs, une fois qu'ils ont l'objet tant convoité, voilà, et ils s'en désintéressent complètement, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est la chasse, et d'autres, c'est l'accumulation. Le collectionneur a des visages très très divers, très divers. Donc vous en avez choisi deux plutôt romanesques, un chasseur et un accumulateur. Oui, c'est ça. Oui. Voire un spéculatif quand même. Spéculateur, je dirais, un de vos personnages là. Moi, je sais pas. Oui, on finit par être... Il y a des collectionneurs qui ne supportent pas de vendre quoi que ce soit, mais il y en a qui finissent par
par vendre, parce que ça les intéresse plus, c'est tout. Hein. Et il y en a effectivement, c'est uniquement pour gagner de l'argent. Donc ils achètent en sachant qu'ils revendront à un moment ou à un autre. Ça s'apparente davantage aux marchands. Aux marchands d'art, aux marchands de... Parce qu'on peut collectionner n'importe quoi, hein, les étiquettes de vin, les capsules de bière, les couvercles de fromage, et n'importe quoi. Mais à la fois, c'est pas cela que... Oui, c'est vrai. Mais à la fois, c'est pas ceux-là que vous avez choisis. Bah non, parce que... Non. Il y aurait moins de choses à dire. Oui, et puis je voulais que ça garde un côté un petit peu qui fait rêver. Le collectionneur qui a toutes ces choses, c'est intéressant, ça fait rêver, ça attire. Celui qui garde les bouchons de champagne, c'est moins intéressant. Oui, je pense qu'on a moins l'impression de vivre dans un musée. Voilà, oui. Parce qu'effectivement, il y en a un, apparemment, c'est la caverne d'Ali Baba. Chez lui, vous avez déjà rencontré des collectionneurs comme ça, ou quand vous rentrez chez eux, vous rentrez comme dans un musée? On ne sait plus où marcher, oui, ça m'est arrivé, oui. Mais est-ce qu'ils sont tous... parce que là, il y a aussi un côté histoire de l'art, effectivement. D'ailleurs, vous le dites, le cabinet italien, par exemple, qui est le titre du livre, quand vous le décrivez, ça a l'air d'être une pièce magnifique, quoi. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vous l'avez déjà vu? Celui-ci? Celui-là, particulièrement, je l'ai vu qu'en photo. Il a été mis en vente, justement, il a été mis en vente il y a quelques années et je l'avais vu en photo. Mais des cabinets italiens, vous en voyez dans tous les châteaux, partout. Hein. Et c'est toujours des pièces extraordinaires, des œuvres d'art fabuleuses. Le bois, la marqueterie, toutes les inclusions en acre, c'est magnifique. On ne peut pas dire autre chose. C'est vrai que ce sont des artisans d'art, quoi. Absolument. Quand on voit toutes les petits tiroirs, les recoins, c'est des secrets. C'est des tiroirs à secrets. Oui, voilà, c'est des cabinets à secrets. Oui, c'est ça. Oui. Donc j'imagine que ça doit plus se faire beaucoup, ça, ce genre de cabinet. Non, mais c'est une époque. Hein. Non, bien sûr. C'est pour ça que c'est très prisé et c'est très rare. Il y a eu une époque en histoire où ça a été particulièrement la folie. 18e peut-être? Oui, moi je dirais 17e, 18e. Oui. Il y en a eu un petit peu avant, mais c'est plutôt ces deux moments-là qui sont les plus prisés. Peut-être parce que les artisans étaient un peu des artistes et les gens avaient de l'argent. Et puis peut-être aussi plein de secrets. Et puis aussi beaucoup de secrets. Les femmes vivaient dans des mondes, avaient peut-être des vies très très romanesques avec des amants. Bien sûr. Parce que c'est plutôt des meubles de femmes, ça, les cabinets. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. C'est des. Non, les cabinets, on les trouvait dans les pièces, dans les fumoirs et les boudoirs. Oui. Enfin, les boudoirs, c'est plutôt féminin, mais non, dans des grandes pièces, là où il y a un bureau, un salon. Ça pouvait servir de bureau, de toute façon, le cabinet. C'est comme les secrétaires. Oui, Ce sont des secrétaires améliorés. Ah oui, plus. C'est de l'art, quoi. Un secrétaire, je ne sais pas si ça peut rentrer dans... Il y en a qui peuvent rentrer effectivement dans la catégorie, mais ce ne sont pas des cabinets italiens dans la mesure où ils n'ont pas la structure du cabinet italien. Quoi. Voilà. C'est pas aussi poussé, quoi. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que quand on lit la description de votre cabinet italien, on se dit que ça, dans
dans les salles des ventes, il doit y avoir parfois des pièces magnifiques, quoi. Ah oui. Dans les salles des ventes, il y a des pièces absolument exceptionnelles. Exceptionnelles. Mais pas forcément le cabinet italien, mais, oui, mais des pièces en général. D'autres objets. Il y a des choses qui passent qui sont magnifiques. Magnifiques. C'est un lieu où on peut rêver, quoi, la salle des ventes. Oui, on peut avoir une crise cardiaque aussi. Ah bon? Oh bah oui. C'est vrai que ça a l'air trépidant, hein? Ah oui, c'est trépidant, oui. Ça a l'air trépidant. En tous les cas, Violette a plutôt est un petit peu comme un poisson dans l'eau. Peut-être que c'est génétique puisque son père était... Je pense que c'est parce qu'elle a été beaucoup avec son père dans les salles des ventes, parce que c'est pas aussi évident que ça, quoi. Je pense que c'est le fait qu'il l'ait vraiment conduite tout au long de son enfance et de sa jeunesse à apprécier ce genre de métier, parce que sinon c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Non. Et encore plus quand on est femme, difficile. quoi. Peut-être. Ah, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, si ça intéresse les auditeurs de savoir comment va s'en sortir Violette, eh bien, on peut leur conseiller de lire Le cabinet italien. Bah, de toute façon, on peut toujours leur conseiller. Comme ça, vous saurez si Violette, elle va s'en sortir ou pas. Voilà, c'est ça. Eh bien, on va laisser place à un petit peu de lecture pour aujourd'hui, comme le veut le format de l'émission. Et on se retrouve demain pour la suite de l'exploration de votre roman. À demain. D'accord. Cécile Marcadet, Le cabinet italien. Un jour, pareil à tous les autres, elle prend une décision. Elle enfourne 3-4 vêtements dans un sac à dos, laisse un mot sur la table de la salle à manger au milieu de la pile de courriers de condoléances qui continue à arriver chaque matin par sac entier, et monte dans le train qui l'emporte vers ce qu'elle veut être sa nouvelle destinée. Elle se présente au siège de l'équipe d'archéologie chargée de fouilles en Afrique, dans ce qu'on lui a décrit comme le berceau du monde. Son nom, ses études, ses relations, celles de son père, lui servent de sésame pour être engagée dans l'équipe française. Pourquoi cette fuite en avant ? Elle ne se pose même pas la question. Elle s'absente d'elle-même. Et pourquoi l'Afrique ? Pour elle, c'est comme une évidence, un retour à la genèse d'elle-même. Une renaissance ? On verra bien. Sur le terrain, son esprit curieux, sa culture, bien plus que la patience qui est de mise pendant les fouilles, font qu'on l'apprécie. Quand on lui apporte quelques tessons extraits de la gangue rouge, sa vivacité et son esprit critique forcent le respect de l'équipe. Son sens de l'analyse, sa répartie synthétique sont vivement reconnus. Cependant, tout en agissant dans la direction de ce qui lui est demandé, elle sent qu'elle se perd. Elle a voulu fuir, mais les images des derniers instants de son père la poursuivent, effaçant tout ce qu'elle a vécu avec lui avant. Elle est malheureuse et sa souffrance la ronge. Elle aimerait tant se souvenir de tous les moments de bonheur. Malgré les efforts de ceux qui l'entourent, elle ne se lie avec personne. Professionnellement, elle est exceptionnelle, mais un vide l'habite et elle prétexte une grande fatigue chaque fois qu'on la convie pour un verre ou une fête. À quelque temps de là, une équipe humanitaire de passage dans le secteur vient visiter le site de fouilles. Contrairement à son habitude, sa curiosité est piquée par le récit que les visiteurs font de leur action auprès des petits Africains. À table, son voisin, doux et affable, lui conte leurs démarches, leurs actions. Il est modeste et avoue ne pas très bien savoir si leur présence est réellement utile, mais, ajoute-t-il, je crois que c'est vis-à-vis de moi-même que cette action me paraît intéressante. C'est-à-dire ? Demande Violette qui paraît sortir son esprit de la brume où il s'enfonçait petit à petit. Vous savez, je viens d'une famille où tout est acquis.
où plus rien de nouveau ne semble pouvoir survenir. J'ai fait des études dans la logique de mon cheminement scolaire, sans faute. Mais à l'instant de me lancer sur le marché, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais aventurée au-delà de ma famille. Vacances chez les grands-parents, sorties avec les copains, amis BCBG. Je ne connaissais rien des découvertes du monde, autres que celles que je regardais à la télévision, sur Internet. Mes seuls voyages consistaient à rendre visite à mes cousins en Gironde, avec lesquels je sillonnais la région, féru d'histoire, à l'affût de la moindre église ou du plus petit château. J'ai eu une belle enfance et une merveilleuse adolescence sans contrainte, pleine d'amour et d'amitié, mais, l'interrompt Violette tout à coup intéressée. Mais je sentais qu'il me manquait une dimension. Sans savoir vraiment laquelle, pourtant, un jour, mon cousin m'a entraîné à une conférence donnée par un homme exceptionnel sur son expérience dans un orphelinat au Soudan. J'étais fascinée par l'homme, aussi bien que par sa présentation. Il diffusait des paroles avec une douceur telle que je me sentais pénétrée de sa bonté. J'étais, pour ainsi dire, hypnotisée et mon cousin a été obligé de me secouer pour me sortir de cet état subconscient. Enthousiasmée par son discours, 2 jours plus tard, je contactai Henri Padron. J'étais prêt à le suivre dans n'importe lequel de ses projets. Malheureusement, il s'apprêtait à poursuivre son cycle de conférences à travers la France et n'avait pas de temps pour me rencontrer. Qu'à cela ne tienne, je m'enquérais de son parcours et l'énergie que j'aurais pu avoir pour rechercher un job, je le mettais au service de mon pèlerinage. Après 3 villes où j'assistais à ses projections, ses discours, ses conversations radiophoniques, je prenais mon courage à 2 mains et je le recontactais. Cette fois, il n'avait pas pu s'esquiver, intrigué de rencontrer une personne dotée d'une telle ténacité. Je revois cette rencontre. Nous étions à Toulouse et il m'avait donné rendez-vous place du Capitole. Quand il est entré dans le bar, bondé d'une faune d'habitués auréolés de fumée, j'ai senti une singulière atmosphère de paix autour de lui. Il avait un charisme extraordinaire. Après presque 1 heure de conversation et 3 cafés pour moi, nous sommes convenus que je pouvais l'accompagner pour sa prochaine mission. Il partait au Soudan dans 1 mois, mais c'était trop court pour toutes les formalités que je devais entreprendre, vaccin, passeport. Lui, de son côté, devait faire une demande pour que je sois envoyé comme conducteur de travaux afin de mettre à profit ma formation d'ingénieur. Qu'est-ce qu'un conducteur de travaux peut bien faire dans un orphelinat ? Non, ça c'était pour les autorités administratives, pour justifier du salaire que je devais recevoir. Cette conversation paraît avoir réveillé la conscience de Violette. À la suite de cette courte visite de l'équipe humanitaire d'Henri Padron, Violette essaie de remettre en question sa présence sur ce site. Elle suscite un rendez-vous avec le directeur des fouilles pour lui faire partager ses réflexions. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.